Il y a eu un dépassement de Red Bull. Pour quelque raison qu'elle soit, on ne le saura pas. Eux le savent seulement. Si à un moment donné, ils ont vraiment un petit peu joué ou si c'était une incompréhension. C'est difficile à savoir de l'extérieur. Par contre, est-ce que ça a un effet sur la performance de l'année dernière? Moi, je suis convaincu que oui. C'est un budget de développement. Ils ont pu amener des pièces en plus. Ils ont pu faire des choses en plus. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau épisode de Propulsion Podcast. On est de nouveau chez Goodsen Classic Cars. Bienvenue. Voilà, merci. T'as des nouvelles choses là que tu peux nous montrer derrière? Oui. Il y a une nouvelle, une belle Porsche 3.6 Turbo qui vient d'arriver, une 964. Justement, c'est la tienne. Bienvenue sur Propulsion, Jérôme D'Ambrosio. On applaudit. Wow. Ça nous fait vraiment Merci. plaisir de t'avoir avec nous. Ça fait longtemps qu'on essaie d'organiser ça en plus. Ça fait quelques mois maintenant, je pense. C'est vrai Que j'harcèle Jérôme. Oui, c'est vrai. Vous connaissez depuis longtemps, mais on va rentrer un peu dans là-dedans. On va parler Formule 1 parce que pour ceux qui peut-être potentiellement ne t'ont pas suivi jusqu'à présent, tu as une magnifique carrière dans le sport automobile, que ce soit en pilote ou même plus ensuite, dont on va parler aussi, que ce soit en Formule 1, en Formule E, et on verra dans le futur. Mais j'ai envie de parler un peu de tout, de comment tu en es arrivé là, d'où vient ta passion pour le sport auto et aussi des faits actuels qui se passent en ce moment dans le sport automobile. Donc vous connaissez depuis... Je crois que je t'ai rencontré quand j'avais 10 ans, même pas. Ah oui, quand même. il y a 20 ans. C'était quand tu entrais en 1.6, Il y a en 20 Renault ans. 1.6 litre. Chez nous, chez Boutsen Energy Racing à l'époque. parce que vous faites aussi... Oui, on a une écurie de course à Wavre, Boutsen Ok. Racing aujourd'hui ça s'appelle. Et oui, Jérôme était venu quand il était devenu champion du monde de kart, je me souviens. Après, il était venu rouler pour nous en 1.6 litre avec un manager de folie en plus. Ah oui, qui se trouve voilà. ici. Comment ça va? T'es dans tous les épisodes maintenant. Voilà. Je vais vous laisser travailler. Super, merci. Bah oui, vous allez voir en arrière-plan, ils sont en train de travailler sur la Fiat 500 derrière. C'est très actif là, il risque d'avoir des bruits, des personnes qui vont passer dans l'arrière-plan, mais c'est comme ça, hein, c'est très naturel. On s'est dit pourquoi pas se poser et faire cet épisode-là. Tu as commencé avec le kart alors du coup? Exactement. Ok. Donc j'ai commencé c'était en 96, donc plutôt 94 même. 94 en fait. Premier Grand Prix que je vais voir, c'est le Grand Prix Maudit à Imola en 94. Incroyable. Moi j'étais là le samedi. Et en fait, moi toute ma famille c'était plutôt dans le foot. Mon parrain était le capitaine de l'équipe nationale belge à l'époque et il jouait à Parme et en Italie. Et il avait été invité au Grand Prix d'Imola, il m'avait amené avec lui. Et moi je suis revenu du Grand Prix et j'ai dit à ma famille bon ben voilà, moi c'est plutôt ça que je veux faire. Mais depuis tout jeune ou pas du tout? J'avais 7 ans, 6 ans, 7 ans. C'était. J'ai accroché, puis après quelques mois Imola. après j'ai fait... Après Imola 94, tu t'es dit je veux faire de la F1. Forcément en étant jeune comme ça, il n'y a pas eu cette perception de ce qui s'était réellement passé. Moi ce que j'avais vu c'était des voitures de course. Et puis seulement par la suite, avec les années, j'ai compris que voilà, les événements qui s'étaient passés, c'était des événements tragiques. Mais c'était pas ça qui à l'époque, j'avais été un petit peu protégé par ça aussi. Je veux dire, on m'avait pas... Ouais. Le samedi, effectivement, je me souviens de Ratzenberger. Et nous, on était là pendant la qualif et l'hélicoptère... je me souviens de l'hélicoptère qui décolle et mon père qui me dit... croise les doigts, il a eu un accident. Et moi, ça s'était arrêté là. Je ne savais pas après les conséquences, ce qui s'était passé, s'il avait survécu ou pas. En l'occurrence, pas, malheureusement, c'était un week-end tragique. Mais voilà, moi, ce que j'avais retenu en étant jeune, c'est les voitures. Et donc, j'avais vraiment insisté pour faire un peu de kart et essayer de passer derrière le volant. Forcément, j'ai une petite moto depuis que j'avais 4-5 ans, donc j'ai été un peu baigné dans les sports mécaniques, mais pas de manière intense. Et puis j'ai pu finalement monter sur un kart, et là je suis complètement tombé amoureux de la sensation, du feeling. Parce
que c'est intense le kart, hein. C'est très intense. Ouais, lui il a fait il a fait 3 tours, il est sorti, il avait plus d'avant-bras, il voulait s'arrêter. Ouais. Et ça, quand on est petit, justement, on souffre moins de la force G et tout ça, donc on s'y habitue. Mais pour la petite anecdote, c'était assez marrant parce que ça révèle la nature compétitive qui est en moi et qui fait qu'à un moment donné, on continue à avancer. On avait eu deux séances. Et la première séance, c'était ma sœur qui avait été la plus rapide. Et moi, ça m'avait marqué, je n'étais pas du tout content. Donc avec elle et des amis à nous, ils sont tous partis à la cafétéria prendre un chocolat chaud, peu importe ce que c'était. Et moi, j'étais resté assis pendant 20 minutes devant la grille pour être sûr de pouvoir avoir son kart à elle, parce que forcément, en tant que bon pilote, c'est la faute du kart, c'est jamais la faute du pilote. Toujours. Pour pouvoir avoir son kart. Donc ça, c'était assez révélateur. Et puis après, j'ai pu commencer, mes parents m'ont acheté un kart, j'ai fait un championnat national, puis ça a évolué, championnat européen, puis à 16 ans, dans la catégorie principale, à l'époque, championnat du monde, comme Cédric a dit, j'ai eu la chance de gagner. Et puis Thierry qui m'a fait passer à la voiture, mon premier manager aussi, et puis qui m'a fait rentrer dans l'académie Renault, et c'est comme ça qu'après la suite Formule 3, Formule Master à l'époque, GP2 et puis Formule 1 et puis Formule 1. Ça doit être très impressionnant de passer du kart à la voiture quand même. Bon, même si tu conduis un peu pareil, mais je veux dire, ça doit être quand même assez impressionnant de passer de. Tu as une monoplace avec une coque tout autour de toi et tout. Parce que le kart, c'est vraiment qu'une structure, quoi. Donc. Moi, mon premier test, c'était à Zandvoort, sur une Formule Ford. Et je me souviens que c'était un peu un sentiment de. J'étais un peu claustrophobe dans la voiture, parce qu'en kart, tu domines le kart. Ouais, c'est ça. Moi, ton poids, c'est plus ou moins 50% du poids du kart, donc tu le domines. Même plus, je pense que je dis une bêtise, là c'était 120 kilos avec le pilote, donc le kart c'est le même poids que toi quasiment. Ouais. Une voiture c'est beaucoup plus imposant, t'es un peu plus, t'as une position, t'es un peu plus enfermé, et ça j'ai dû un peu m'adapter. Mais après c'est du pilotage, un volant, c'est des pédales. Mais la première sensation ça doit faire bizarre je pense, quand tu rentres dans la voiture. En plus j'étais tout petit donc c'était... Et il y a des pilotes qui ont du mal à s'adapter, non, qui sont très forts en kart et qui quand ils passent en voiture, en monoplace, c'est pas exactement la même chose. Et d'ailleurs pareil pour des pilotes qui passent de monoplace à des voitures type GT, etc., qui ont du mal à s'adapter. Ah bon? Quand t'es passé chez Bentley j'ai fait 5 courses en Bentley, en GT après mon passage en F1. C'est comme si tu fais du slalom ou de la descente à ski, ça n'a rien à voir. Oui, encore une fois, ça a à voir dans le sens où c'est un volant et des pédales, donc tu t'adaptes, mais pour aller chercher le dernier dixième, tu dois avoir une certaine expérience. Donc c'est pas parce que tu as fait de la F1 et que tu t'assieds dans une GT ou dans n'importe quelle voiture que tu vas être capable de rouler, tu vas être capable d'aller vite, mais pour aller chercher les derniers dixièmes par rapport aux spécialistes d'une discipline, quelconque qu'elle soit, il faut apprendre. Il faut cette expérience-là. Ouais. Après, si tu arrives en F1, pardon Cédric, si tu arrives en F1, c'est parce que justement, normalement, tu as cette capacité d'adaptation. Donc, parce qu'entre les catégories. Voilà, donc à la fin, tu vas pouvoir t'adapter. Mais comme ça, en quelques courses, c'est pas dit que... Et toi, tu as roulé à l'époque, ton époque, c'est encore au moment où tu pouvais plus faire les deux en même temps, par exemple. Parce que je sais qu'à l'époque de mon père, par exemple, eux, ils pouvaient faire un championnat de GT comme en complément de leur championnat de F1, quoi. Et ça, il n'y avait pas de problème pour ça. Faire les deux, je savais pas. Kubica a un peu, disons, cassé la chose pour tout le monde à ce niveau-là. C'est vrai qu'à l'époque, je ne vais pas parler de l'époque parce que je n'étais pas là, je pense que Thierry est mieux amené à pouvoir en parler, mais moi, on n'aurait pas pu se permettre. C'est très difficile, c'est-à-dire que tu dois pouvoir compromettre. Il y a quelques pilotes qui l'ont fait, je pense que c'était... Est-ce que c'est pas Oui, c'est Fernando qui a fait, quand il roulait pour McLaren en F1, il a fait Indy, mais il n'a pas fait Monaco. Ouais. Donc, alors oui, Fernando, à cette étape-là de sa carrière et tout ça, peut-être... mais quand on est un constructeur, et là je prends ma casquette de team principal pendant 2 ans chez Venturi, et que tu gères une écurie, alors en Formule 1 tu as 40 personnes, en F1 ça dépend des teams, 600, 1000 personnes qui se lèvent tous les matins pour construire ces voitures, qui se dédient à 100% à ça. Tu ne peux pas avoir un pilote qui décide de rater une course
parce qu'il a envie de faire autre chose. C'est où tu te concentres là-dessus à 200% ou tu le fais pas. Après, il y a des circonstances exceptionnelles, mais en général, c'est la règle. Donc voilà. C'est passionnant. Ouais, c'est super intéressant de voir, nous comme passionnés auto, mais pas non plus des pilotes, quoi, de voir le trajet qu'il faut prendre pour en arriver à la Formule 1 et pour mettre en contexte à quel point c'est difficile et le nombre de pilotes qui n'y arrivent pas. Toi, tu y es arrivé, ça a dû être quand même une sacrée expérience. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as eu un appel ou une réunion ou quelque chose où tu as su, ok, c'est bon, je vais rouler en F1? C'était juste avant Noël, en 2010. Ah, c'est un chouette cadeau alors. C'est un chouette cadeau, mais j'ai tellement pendant des semaines, oui, non, peut-être, on va voir, oui, ça va le faire, mais attends, tu dois encore attendre. Finalement, c'est peut-être pas sûr, puis finalement, que tu as un niveau de stress permanent, et c'est pas un stress comme quand tu es derrière le volant, c'est un stress un peu plus négatif. Que tu peux pas contrôler. Que j'ai explosé de joie. Et le lendemain, je suis tombé malade pendant 10 jours parce que tu relâches la pression. Donc j'ai passé mes vacances de Noël au lit. Mais c'est incroyable. Tu commences le kart en rêvant de F1. Peut-être pas en rêvant de F1 parce que tu sais pas vraiment encore ce que c'est des voitures magnifiques, mais tu n'as pas cette relation d'imaginer pouvoir en faire ton métier. Mais vers 14-15 ans, tu te dis voilà, tu rêves de ça, c'est très très loin. Et puis le jour où tu as l'appel, et puis ce qui était surtout marquant pour moi, c'était être sur la grille à Melbourne. Melbourne, c'était historiquement le premier Grand Prix de l'année. Ouais. Et être là avec sur la même grille que certains pilotes, dont par exemple Michael, c'est vrai. Qui était à Imola en 94. Quand moi j'étais tout petit et que j'avais été voir le Grand Prix, c'était quelque chose de fantastique pour moi, même pour ma famille, pour mon père qui suivait les courses. Ça pour la famille, ça doit être incroyable parce qu'ils t'ont soutenu. Une fierté. Une fierté incroyable, quoi. De te voir sur la grille, ça doit être un truc de fou. Je peux même pas imaginer. Même pour Thierry aussi, qui était là depuis longtemps, qui t'a aussi aidé là-dedans. Ça a dû être dingue pour lui aussi. Mais en fait, oui, mon père était ton manager pendant combien de temps? Ça fait 1 an, 2 ans? Pas très longtemps, parce qu'il m'a laissé partir pour aller chez Renault. Il m'a laissé partir, il m'a aidé à passer chez Renault. Et puis je suis passé par là, mais c'est clair que tous ceux qui m'ont aidé... Pour nous tous, c'était une fierté. La Belgique, il n'y avait plus de pilotes belges en F1 depuis 20 ans, je pense. Donc c'était quelque chose d'assez magique. Après, de manière, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je veux dire, le moment, le point culminant de ma carrière en F1, c'était ça, c'était d'y être arrivé. Malheureusement, j'ai pas gagné de Grand Prix, j'ai pas fait des podiums, j'ai pas marqué de points, ça a duré 1 an. J'ai fait encore un Grand Prix en remplaçant Grosjean à Monza. Et voilà, c'était une expérience incroyable, mais qui a pas non plus été... je veux dire, j'ai pas réussi en F1 à aller faire des exploits. Et finalement, le côté compétiteur fait que début de l'année, c'est extraordinaire d'y être. Et puis à un moment donné, tu te bats derrière parce que tu n'as pas la voiture pour être devant. Et finalement, ce qui compte, c'est une recherche quand même de la performance. Ouais. Et puis voilà, mais j'ai appris sur le plan humain énormément dans le chemin pour y arriver, plus qu'autre chose. Est-ce que je voulais te demander au niveau, ça c'est peut-être un peu deeper ou quoi, mais au niveau psychologique, quand tu es dans cette situation, toi tu es un compétiteur né, tu veux gagner à tout prix. Quand tu n'as pas cette voiture pour arriver au résultat dont tu as envie, est-ce que ça a quand même un gros impact sur toi, sur ta mentalité? Est-ce que tu travailles là-dessus pour surpasser ces pensées négatives, on va dire? Non, parce que tu as toujours ta course à toi, donc tu as ton coéquipier, tes références, les écuries contre qui tu te bats. À l'époque, nous, c'était HRT et Lotus, mais pas Lotus Renault, c'est Lotus Caterham. Et donc, tu as ta bagarre en interne. Après, tu dois te concentrer là-dessus. Si tu te concentres là-dessus, tu fais bien et que les choses se mettent en place, tu vas pouvoir avancer, aller dans une écurie, une meilleure écurie. En tout cas, c'est ce que tu espères. Donc, la frustration, finalement, de pas être... Alors oui, tu l'as, mais je pense que moi, j'ai même pas en fait eu le temps de l'avoir. C'est allé très vite. Je suis rentré en F1. Au début, c'est magique. Tu es en F1. Après, tu te concentres sur essayer de battre ton coéquipier, d'être en tout cas performant, de montrer que tu peux... Moi, c'était Timo, de montrer que tu peux être à sa hauteur. Moi, c'était important pour m'établir en tant que jeune pilote.
et te battre contre les autres écuries, essayer de faire en sorte d'avancer le team de manière constructive et voilà. Et puis le temps que tu fasses ça, finalement, moi c'était déjà en novembre. Le mois de novembre, c'était un mois assez difficile parce que tu te rends compte que tu n'as pas encore signé et que ça va peut-être pas se faire. Et puis en décembre, j'ai eu la nouvelle que ça se ferait pas. Et bon, pendant un mois, 2 mois, c'était plus compliqué, mais après voilà, c'est la vie. Parce que la F1, ça va vite en fait. Si tu te fais une mauvaise saison parce que la voiture ou parce que ça se passe mal, etc., tu peux vite. Ça dépend des contrats, je pense, non? C'est pas. Là, vous avez un contrat d'un an, c'est ça? Les jeunes pilotes, souvent, c'est 1 an. 1 an. Et après, c'est. Et puis voilà, moi, je suis. Tu fais 1 an, puis en général, ça dépend. C'est pas tous les pilotes, c'est pas 1 an. Il y a des teams qui ont des options sur le plus long terme. Ça dépend un peu. Moi, je suis pas. Il n'y avait pas de filière chez Marussia à Virgin où je suis allé, donc j'étais pas un pilote de la maison. Je faisais partie d'une autre écurie. Et donc moi c'était 1 an. Et il y a aussi tout le côté de la presse qu'il faut gérer en même temps. Donc pendant que toi tu es en train de gérer ça en perso, mentalement, tout ça, etc. Il y a tous les jours, je pense, les mêmes questions qui reviennent. Et ça doit être... Quand je regarde les interviews, des fois je me dis, même moi, limite j'ai tellement entendu la question et les réponses que ça fait beaucoup. Donc j'imagine même pas pour les pilotes. Oui. Après, moi, et chacun est différent. Donc moi, je peux parler seulement de ma perspective à moi. Ça fait partie du boulot. Alors oui, c'est pas facile, mais on fait partie des 20 pilotes qui conduisent des Formule 1. On a une chance extraordinaire. Ça fait partie du boulot. Il faut pouvoir gérer. Et si tu n'arrives pas à gérer cette pression-là, tu n'as pas ta place. T'as pas ta place là. Parce qu'effectivement, c'est dur. Il y a beaucoup de pression. Il y a les médias, il y a de l'attention, mais ça fait partie de ce boulot-là. C'est exactement si tu ça. Si tu sais pas le gérer, il ne faut pas faire ce boulot-là. C'est 30% du job, en fait, à peu près. Ouais, mais c'est pouvoir avoir les bonnes réactions et le bon tempérament sous pression, que ce soit dedans ou en dehors de la voiture. C'est simplement la capacité de pouvoir rester concentré sur ce qu'il faut faire. C'est pas 30% de ton boulot. C'est pas ça ton boulot. Quand tu dois le faire, tu dois répondre à une question, tu réponds. Mais ton boulot, c'est de rester concentré. Et justement, que ça te perturbe pas. Et que tu puisses évoluer à 100% de tes capacités quand tu es dans la voiture avec tes ingénieurs. C'est ce qui compte le plus. Et d'ailleurs, tu le vois souvent dans les voitures. Quand ils parlent au micro, ils insultent souvent, machin. Ils sont assez... enfin, ils disent un peu ce qu'ils pensent au moment voulu. Et devant les caméras, même s'ils sont énervés, ben là, Charles Leclerc, c'est un peu ce qu'il avait fait la dernière saison. Il était vraiment énervé, le mec, il a dit allez, je réponds à la question et après j'irai regueuler de mon côté. C'était Vettel qui l'a bien dit une fois, il a dit tu penses si tu mets un microphone sur les joueurs de foot, ils sont pas en train de dire des trucs, c'est juste que nous on a un micro et on est à 250, à l'adrénaline, une voiture à côté, oui désolé, il y a un petit mot comme ça qui sort, mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais limite maintenant c'est drôle, enfin c'est maintenant ils jouent dessus. Ouais. Forcément ils jouent dessus, mais c'est comme tu dis, à un moment donné, alors quand ça part ça prend des proportions extrêmes, et là encore une fois je vais prendre ma casquette pas de pilote mais de team principal, j'ai un petit mot, on discute, mais après tu es dans la voiture, ton cœur il a 180 pulsations minutes, l'adrénaline il est élevé, donc ce qui est important justement c'est la capacité, dès qu'on enlève le casque, de dire ok, sorry, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ça, je voulais pas le dire comme ça. Et un team, on doit pouvoir comprendre ça. Si on ne comprend pas les pilotes, au moment quand ils sont casqués, qu'ils roulent à 360 km/h et qu'ils sont roue contre roue, et qu'on fait des gros titres avec un mot qui est dit à ce moment-là, oui, c'est normal. La presse aime ça. Mais je pense qu'en interne, en team, en tant que pilote, même si on n'aimerait pas entendre ça, ça fait partie de la course, ça fait partie de l'intensité de la course. Et un pilote, c'est pas facile quand il est derrière le volant. Mais la team aussi d'ailleurs, parce que tu le vois dans les box, ils sont autant à fond que le pilote en fait. Donc limite quand ils s'insultent entre guillemets entre eux, c'est normal en fait. Ils sont tous dans la même pression, je pense. C'est vrai, enfin. Je pense que mon rythme cardiaque, tout le monde est ensemble, tu vois, toi qui as fait un petit peu de, toi qui as été un peu dans les box à une époque, tu racontais. Même toi qui faisais ton petit job, tu étais à fond dans la course. Voilà. Si le pilote dépasse quelqu'un, il n'y a pas de petit job dans le box. Je veux dire, par rapport, voilà. C'est très vrai. Mais je veux dire, c'est un sport d'équipe. Toi, je sais pas, mais t'as un pilote, ton pilote dépasse quelqu'un, c'est vraiment tout le monde qui est là en train de hurler. Je veux dire, c'est incroyable. Tu fais un bon pit stop,
t'es félicité par tout le monde, toute l'écurie est contente, et c'est pas juste que le pilote, tu vois, c'est vraiment tous les mécanos, les ingénieurs, c'est tout le monde derrière, quoi. Moi je pense que toi tu le sais, toi tu le vois vraiment des deux sens aujourd'hui. C'était quand j'ai arrêté ma carrière de pilote et que je suis passé du côté du management, j'avais 2 préoccupations. Je me suis dit, je ne sais pas y répondre tant que je ne vais pas sur un circuit. La première, c'était, est-ce que je vais vouloir être derrière le volant? Parce que si je veux être derrière le volant, c'est... Moi, je me suis demandé ça quand je t'ai vu au Mexique. C'est compliqué. Tu te dis, la relation avec les pilotes et tout ça, c'est... Et heureusement, les voitures sont montées en piste la première fois en Arabie Saoudite. Je les ai vues entre les rails. Je suis content d'être ici. Et j'étais content d'être là où j'étais. J'étais passé au-delà. J'avais tourné la page et même sur le circuit, en fait, cette page était vraiment tournée du rôle de pilote. La deuxième préoccupation que j'avais, c'est tu vis une vie j'avais 7 ans à l'époque, quand j'ai commencé, jusqu'à 34, d'adrénaline, d'intensité, de passion, c'est difficile à décrire ce que tu ressens derrière le volant. 100 à l'heure, enfin 300 à l'heure du coup. Et est-ce que je vais pouvoir revivre ça dans un autre rôle dans ma vie? C'est une question quand même, quand tu vis pour ta passion pendant tant d'années, c'est une question qui est quand même, je me suis posée. Et quand je pense que c'est Edo qui gagne la première victoire au Mexique l'année dernière, à Puebla, il y a 2 ans, c'est comme si j'avais gagné, comme si j'étais derrière la voiture. Et l'adrénaline en fait, et la passion que tu as, et la joie que tu as, c'est que tu sois, pour moi en tout cas, que je sois derrière avec les écouteurs ou avec le casque, c'est vraiment, alors c'est différent, mais c'est pas moins intense. Le rythme cardiaque reste le même. Et le rythme cardiaque du départ, il est quasiment pareil. C'est fou ça quand même. J'ai mis une horloge c'est un heart rate monitor sur un départ une fois et je pense que j'étais à 150, 160, rien, assis sur ma chaise à juste regarder le départ. Et c'était plus ou moins les valeurs que j'avais dans la voiture. Donc t'as toujours cette surtout que tu l'as vécu, donc en fait tu peux encore plus te projeter que quelqu'un qui n'a pas couru et qui est... Ça aussi, mais en fait tous ceux qui font ce métier, et encore une fois c'est important de revenir à ce que je disais là tout de suite, c'est, pour moi en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de petit métier dans le box. S'il y a une personne qui ne fait pas son boulot et qui n'est pas là par passion, qui n'est pas passionnée parce qu'elle fait, ça ne peut pas marcher. Tu ne gagnes pas. Tu n'es pas aux avant-postes. Et donc, je suis sûr, je ne suis pas dans la peau de mon voisin, mais ce que je vois, quand je discute avec mes gars et tout ça, tu sens qu'il y a une passion. Tu sens que pendant la course, même sur le muret des ingénieurs, parfois tu as des discussions qui sont un peu plus intenses que quand tu es au bureau, parce que forcément, puis le bureau le lundi matin on revient et on réécoute les conversations radio et j'étais un peu énervé, mais c'est pas grave, c'est normal, tant que ça reste constructif, il n'y a pas de souci. Mais il y a la passion et l'adrénaline, et ça c'est pour tout le monde, les mécanos, les ingénieurs, les petits managers, les propriétaires, team principal, tout le monde est dedans ensemble quoi. Et dans n'importe quelle course, c'est-à-dire là on parle de F1, mais chez Bentley, c'est ça, Bentley, c'était le même principe. Il y avait de la pression. Enfin, je présume qu'il y a de la pression. On est là par passion et par passion de l'automobile et par la passion de la compétition. Et donc, peu importe quelle compétition, que ce soit la Formule 1, l'IndyCar, Le Mans, ou peu importe qu'il y ait des spectateurs ou pas de spectateurs, on a envie de bien faire. On est là par passion. Je me suis toujours demandé à quel point dans la voiture on ressent les spectateurs, l'ambiance qu'il peut y avoir ou quelque chose, parce que tu as dû avoir un home race en Belgique du coup, ce qui a dû être quand même incroyable pour toi. Est-ce que ça t'a vraiment aidé ou mis plus de pression? Tu as vécu comment ça, l'interaction avec les foules? Moi j'ai toujours aimé les courses à domicile, à Spa, même en Formule 2, en Formule 1. En Formule 1, forcément, on savait que je n'allais pas gagner. Mais c'était... c'est un public qui est là peut-être un peu plus pour toi, pour te supporter, en espérant que tu fasses une bonne course.
Et finalement, la course automobile, c'est un écosystème où tu as les teams, les courses, les pilotes, les spectateurs, les sponsors et tout ça, sans qu'il y ait de spectateurs, tu as peut-être moins de sponsors, s'il n'y a pas de course, il n'y a pas de show, le spectateur n'est pas là non plus. Enfin, tout le monde, on vit les uns des autres, entre guillemets. On fait vivre l'écosystème grâce à tout le monde. Et donc, pouvoir avoir ce contact avec les spectateurs à domicile qui sont là un peu plus pour toi, c'est quelque chose d'intense et de sympa. J'imagine, ça doit être... On peut rappeler aussi qu'à la fin du compte, on n'est que des petits Belges. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour quelqu'un de Belgique à arriver en F1, ça peut être un peu plus compliqué que quelqu'un qui vient de France, qui a des énormes sponsors derrière, qui a des facilités. C'est un peu différent, disons. On est un petit pays. Alors dès qu'on a quelqu'un qui court dans une catégorie comme la F1 et qu'on a la chance de le voir à la maison, il y a quand même beaucoup de monde qui vient soutenir et qui est content et qui est fier de son petit Belge. Surtout que vous avez un super circuit. Hein. Oui, de un, il y a un super circuit, mais il y a vraiment cette passion pour l'automobile, je trouve aussi, qu'il n'y a pas de partout, mais peut-être que c'est grâce au circuit, l'histoire qu'il y a avec le sport auto. Donc ça a dû être... je peux même pas imaginer l'ambiance. Parce que toi, dans la voiture, limite, tu es dans ton truc, qui est cette ambiance-là. Toi, tu es dans la voiture, ça change pas énormément. Mais les personnes qui étaient là quand tu as couru à Spa, ça a dû être quand même incroyable. On le voit aujourd'hui, quand il y a Max qui fait à Zandvoort. Enfin, J'étais à Zandvoort cette année, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. L'engouement, c'est vraiment... exceptionnel. Mais pour revenir, je pense qu'en Belgique, alors c'est vrai qu'on a un petit pays, mais on a une tradition malgré tout de course auto, et notamment avec les deux plus grands représentants, je pense que c'est Jackie et Thierry, qui ont tous les deux gagné des grands prix en Formule 1, qui ont fait des carrières exceptionnelles, peu importe qu'ils soient... Là, on ne parle pas de nationalité par rapport aux autres Belges, mais par rapport... au gratin international, ils ont marqué l'histoire de leur sport et c'est quelque chose, effectivement, je pense, pour un petit pays en termes d'habitants et nombre d'habitants, ils ont été fiers de ça, je pense que ça a créé une certaine culture du sport auto. Ensuite, il y a les 24 heures de Zolder, les 24 heures de Spa. Tout ça forcément amène aussi une certaine passion pour le sport, et qui est encore bien présente pour le rallye aussi. On a une belle tradition en rallye. On a Thierry Neuville maintenant qui se bat quand même aux avant-postes depuis quelques années, en espérant qu'il gagne un championnat rapidement. Et donc oui, je pense qu'on a une belle tradition. J'interromps pour vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, NF Touring. NF Touring est une application, ou plutôt une communauté de passionnés automobiles. Un lieu d'échange où on peut trouver des groupes d'intérêt qui nous passionnent et même poster nos aventures en car spotting. En gros, un lieu de partage entre passionnés, mais aussi un lieu où l'on peut stocker certains NFT en forme de garage. C'est très cool, on peut créer sa propre petite collection virtuelle grâce à la marketplace. Il y a tellement de fonctionnalités chez NF Touring, comme les modélisations 3D ou même la réalité augmentée pour aider à visualiser son garage. On peut aussi transformer nos véhicules physiques de la vraie vie en NFT pour les rajouter dans notre garage virtuel. Je pourrais en parler pendant très longtemps parce que ça me fascine vraiment en tant que passionné automobile, mais j'ai hâte de suivre l'évolution de ce projet et bien sûr un grand merci à NF Touring d'avoir soutenu la chaîne. Je vais mettre tous les liens qu'il faut en dessous et maintenant on peut continuer avec la vidéo. J'adore ça, nous on allait faire quelques podcasts là-bas en Belgique, à chaque fois on passait un super moment. Mais donc du coup tu as fait, donc, pour revenir un peu à ton trajet dans le sport auto, donc il y a eu la Formule 1 plus cette expérience donc, avec Bentley et ensuite la Formule E, c'est bien ça? Et la Formule E, tu y es resté longtemps et c'est là où tu as vraiment eu ces deux rôles directement dans le même championnat. Mais en tant que passionné sport auto, je me suis toujours demandé comment c'était de convertir vers la Formule 1, disons, à la Formule E, parce que c'est complètement différent. Toi, tu étais dans la Formule E où il fallait changer de voiture en plein milieu de la course. J'ai fait les deux. Tu as fait le premier championnat? J'ai fait toutes les... je pense qu'on est 5 à avoir fait toutes les courses, à avoir été sur toutes les courses de Formule 1 depuis le début. Wow. Et je faisais partie des 5... qui étaient les 5 qui ont fait toutes les courses à Séoul quand ils ont fait une petite cérémonie pour célébrer l'événement. On a fait les 100 courses. Alors oui, c'est très différent. Maintenant, la Formule 1 était plus proche, malgré tout, pour moi, de ce que je connaissais en monoplace que la Bentley.
La Bentley était vraiment une voiture beaucoup plus lourde, qui bougeait énormément. Et les mouvements, après chaque pilote a son truc, mais moi les mouvements, j'ai toujours été très sensible à ça. Et du coup, j'ai toujours eu un peu du mal. Désolé pour le bruit en arrière-plan. Toujours eu un peu du mal avec ça. Et la Formule 1 était un peu plus... il y avait beaucoup moins de mouvements que sur la GT. Maintenant, après, forcément, le moteur électrique, c'est très différent. C'est moins puissant que celui de la F1 que moi j'ai piloté. C'est plus lourd, non? Oui, aujourd'hui, la voiture aujourd'hui, je pense qu'elle est plus ou moins, c'est plus ou moins le même poids. J'ai pas les poids exacts en tête, mais ils sont plus ou moins pareils que les F1, avec moins de puissance. Mais ce qui m'avait vraiment surpris, c'était la différence de, comment on peut dire ça, de feeling, de sensation. La puissance, Ah oui, la délivrance de la puissance, elle est différente. Tu l'as tout le temps à disposition. Donc tu as tout le temps ta puissance max à disposition. Tu dois jamais vraiment anticiper un changement de rapport ou parce que tu vas avoir un pic de puissance. Tu fais tout au pied. Mais c'est ça, tu fais tout au pied et ta puissance, quand on a besoin, quand on a envie, tu l'as. Alors, les Formule 1 de la première saison, elles étaient beaucoup moins puissantes que ce qu'on a eu ces dernières années. Mais après, ce qui était vraiment différent, c'était t'entends des bruits dans une Formule 1 que t'entends pas dans une Formule 1. T'entends les pneus, t'entends la voiture taper le sol, t'entends la voiture taper les vibreurs, t'entends les roues qui bloquent, t'entends le vent énormément. Donc tout ça, tu dois un peu t'y habituer au début. C'est perturbant. Tu passes une première fois sur un vibreur, t'as l'impression que t'as tout cassé. Ça fait un bruit énorme. Même quand il y a un accident, t'entends vraiment le fracas du carbone, du métal contre le mur et tout ça que t'entends pas quand t'as un moteur qui rugit à côté. Donc c'est différent. Encore une fois, c'est quelque chose de complètement différent et on s'y habitue. Mais il y a des pilotes, après oui, chacun, il y en a qui sont... Si on met le même, je pense, si on met le même nombre de temps un pilote dans une Formule 1, une GT, une Formule 1, peu importe, il y a toujours sa voiture un petit peu de préférence, mais à la fin, ça reste une voiture. Il y a un volant, il y a 2 pédales, et le but, c'est de freiner le plus tard possible, d'aller le plus vite possible au milieu du virage, et d'aller le plus vite possible au milieu du virage. Donc c'est de faire le virage parfait. Et t'apprends ta voiture et t'apprends à le faire avec ce que t'as en main. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles quand tu as été présenté à la Formule 1 la première fois? Parce qu'au début, c'était quand même, pour toi en tant que pilote, de te lancer là-dedans pour ta carrière, c'est une grosse décision. Et il fallait avoir confiance tu t'investissais non seulement ton temps, etc., mais vraiment tu t'investissais, je vais aider à développer un championnat et continuer ma carrière là-bas. Donc qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision de rejoindre la FE? À l'époque, en fait, je savais que j'allais plus retourner en F1. Donc, il y avait plusieurs voies. Principalement, il y en avait 2 à ce moment-là qui étaient restées de manière plus concrète. C'était la Formule 1 et l'endurance. La Formule 1, il y avait un côté aussi qui était plus proche de ce que je connaissais en tant que course sprint, même si la F1 c'est plus long, mais course sprint, monoplace. Et puis surtout, il y avait un message derrière. Il y avait une innovation derrière qui au début ça m'a interpellé. Je me suis dit ok, quel impact peut avoir cette innovation sur le championnat et dans quel championnat je vais me retrouver dans les quelques prochaines années. Et je m'étais dit tiens, c'est un championnat qui touche sur des points qui sont sur lesquels le monde est sensible à l'heure actuelle, le développement durable et ainsi de suite. Et je m'étais dit qu'il y allait certainement avoir un écosystème durable à tous les niveaux, pas seulement sur la technologie, mais dans les teams, dans les sponsors et tout ça, parce que justement on touche sur des bons points, c'est intéressant. Et je me dis je vais faire partie de cette nouvelle aventure parce que je pense que c'est quelque chose qui va être très intéressant et qui va pouvoir perdurer. Ou un championnat où justement, parce qu'il y a un sens il y a un sens au niveau de la technologie, pour les partenaires de rentrer dedans et tout ça, c'est tout nouveau. Aussi, les pilotes qui vont être engagés là-dedans, ils vont vraiment être engagés seulement pour leur qualité de pilote. C'est un championnat où les pilotes font énormément de différence encore aujourd'hui, donc tu es vraiment engagé là-dessus. Il y a très peu de politique finalement dans le choix du pilote et les teams vont vraiment en général
choisir sur ce qu'ils ont, sur les pilotes qu'ils ont. Ils pensent vraiment les meilleurs pour faire ce qu'il faut faire. Et donc j'y suis allé. Je me suis dit, il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Et j'ai fait 6 ans dans le championnat et je regrette pas du tout. C'est vraiment au contraire, ça m'a appris énormément. J'ai évolué, j'ai fait 6 super saisons avec des hauts et des bas, mais j'ai pris beaucoup de plaisir alors c'est pas une Formule 1. Sur un tour qualif, il n'y a rien qui compare à une Formule 1. Par contre, en course, avec l'énergie et tout ça, je me suis amusé, j'ai pris beaucoup de plaisir, et les dépassements, il y a un peu de contact, c'est un peu physique, et c'est sympa. Et même de regarder le championnat prendre en ampleur, la taille des événements, les ajustements qu'il y a eu. Il y a un fondateur, je crois, Alejandro, qui a fondé ça, qui est très charismatique aussi. Je suis sûr, lui, il a joué un grand rôle de t'amener là-dedans. Et moi, j'ai été fasciné, en tout cas, quand j'étais au Mexique. On s'est rencontrés la première fois au Mexique à une course de Formule 1. De te voir vraiment prendre ce rôle de team principal, et ça me fascine. Vraiment, là, j'ai envie de parler de ça, parce que de passer de pilote, on en a parlé un peu de ce côté-là. Mais quelles sont les choses qui t'ont surpris du côté plus manager, team principal, auquel tu t'attendais pas en tant que pilote, et est-ce que ça t'a fait regarder en arrière et peut-être revoir des décisions que les team principals ont fait et mieux les comprendre maintenant et te dire ah ok ou toujours pas les comprendre, ouais. ou toujours pas, ou te dire encore plus putain pourquoi il y avait ça. Alors la chose en tant que pilote, je me suis toujours rendu compte qu'il y a une équipe autour de moi, qu'il y a des ingénieurs, des mécaniciens et un management, mais en fait tu te rends pas compte tant que tu n'es pas au boulot tous les jours, au bureau tous les jours avec eux, de l'implication et du nombre d'heures que ces ingénieurs passent à développer ta voiture, à essayer d'améliorer ton équipement. Et ouais, parce que le pilote est très filtré de tout ça. C'est sûrement bien d'ailleurs, parce que tu le sais, t'es pas ouais. filtré, tu le sais, mais tant que tu ne le vois pas, tu t'en rends pas compte. Et donc parfois, je te donne un exemple concret, c'est juste avant ma dernière course à Berlin en Formule 1, je me suis un peu embrouillé avec mon ingénieur performance parce qu'il n'y avait pas eu les évolutions que j'attendais sur le sim avant la course. Et je comprenais pas, ça faisait 2 mois qu'on y travaillait et c'est pas possible. Enfin, pour moi, on a donné la direction, tout le monde est d'accord qu'il faut suivre cette direction-là. Pourquoi c'est pas encore implémenté? Et quand je suis passé chez Venturi, d'abord en deputy team principal et puis en team principal, je me suis très rapidement rendu compte qu'en fait, parfois, ça fait partie du boulot de ces ingénieurs. Parfois, ils travaillent pendant ils font des journées de 10 heures, 12 heures, et ça met 1 mois à résoudre un problème, et tu peux pas l'avoir du jour au lendemain. Et les pilotes ont parfois ce côté un peu impatient, et de pas comprendre qu'il y a toute une machine derrière, qui a une certaine inertie, même si on en avait très peu, je pense, chez nous, mais il y a quand même une certaine inertie, et tu changes pas du jour au lendemain tout d'un coup. Il y a des priorités aussi, sur lesquelles le pilote n'a pas toujours une vision. Parfois, le pilote a l'impression que ça, c'est vraiment le plus important. Il faut absolument résoudre ça. Mais dans la globalité du team, qui va amener de la performance, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Tu sais, en faisant ça, il va falloir sacrifier autre chose. Et du coup, tu as des ressources et il faut les gérer le mieux possible. Tu as un nombre limité de ressources. Et donc c'est ça, je pense. Je me suis vraiment rendu compte. Et du coup, est-ce que j'aurais continué à pousser mes ingénieurs comme j'ai toujours fait? Oui. Mais parfois, la manière aurait été différente. Mais tiens, avoir un peu plus d'empathie par rapport à ça, ou peut-être j'en avais pas assez. Ouais, et je pense que tu réalises le nombre de choses qu'il y a à gérer, parce qu'en tant que pilote, il y a beaucoup de choses à gérer, mais bon, tu as ton job à faire et tu es focalisé là-dessus. Tandis qu'en team principal, en chef d'écurie, là d'un coup, tu as dû dire waouh, mais il y a tous ces trucs, faut penser à tout ça. Enfin. Le nombre de choses à prendre en main que tu as dû sûrement apprendre assez rapidement, parce que
tu es rentré à un niveau très haut en tant que team principal. Tu n'as pas eu le temps de, je sais pas, peut-être qu'il y en a beaucoup qui passent par le kart, des choses comme ça, où ils gèrent une petite écurie, ils montent. Donc tu montes crescendo et tu as le temps d'apprendre comment ça marche. Mais là, quand même, je ne sais pas combien de personnes tu devais gérer, mais c'était d'un coup, ok, tu passes de pilote à bam, chef d'une grande écurie. Ça a dû être intense quand même. Tu étais deputy la première année. Deputy, alors. Quand même. Ah non, c'est génial. Encore une fois, non, mais c'est important parce que c'est. De un, tu n'es jamais tout seul. Et si on a fait, particulièrement la dernière saison qu'on a fait, c'est parce qu'on a des excellentes personnes qui sont excellents dans leur domaine. Un super chef ingé, des super race ingé, des super ingé perfo, un super team manager, un super chef mécano, un très bon directeur commercial. Et donc, c'est des gens, alors oui, il faut gérer l'humain. Il faut aussi leur donner leur donner le plus d'outils possible pour qu'ils puissent faire leur boulot et puis être là quand il faut. Et moi personnellement, j'ai jamais vraiment été tout seul. J'ai toujours eu Suzy qui était aussi qui était présente. De Suzy Wolf. Suzy Wolf. Ouais. La première année, elle était forcément à la garder le rôle de team principal. La première fois que je suis parti tout seul sur une course, c'était Mexique. Ma première saison avec Venturi. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Exactement. C'était à Puebla. Ah ouais. Ok, ouais. C'est là. Là où Edo gagne. Exactement. Et donc, c'était progressif. Et même quand j'ai pris le rôle de team principal, il y avait toujours Suzy qui était là, avec qui je pouvais discuter, le board, les propriétaires. Tu fais jamais rien tout seul. Et en anglais, on dit, je sais pas comment on traduit ça directement en français, mais you're only as good as the people you surround yourself with. Et on parle d'esprit d'équipe tout à l'heure, et là c'est pareil d'une autre manière, mais c'est l'équipe que tu as, c'est les gens. Et quand tu es entouré de très très bonnes personnes, ton boulot devient vachement plus facile. Et je pense que c'est la chance que moi j'ai eue ces 2 premières années chez Venturi. J'ai été très très bien entouré de très très bonnes personnes. Et du coup, ton poste, c'était quoi? Ce que j'ai pas très bien compris, c'était directeur d'équipe. Ouais, chef d'écurie, quoi. D'accord, ok. Et avec beaucoup de succès parce que vous êtes devenu 2e, c'est ça, dans le championnat. Ah ouais, c'était vraiment. Ouais, ça a dû être intense jusqu'à la fin. Explique-nous un peu cette dernière saison que vous avez vécue, surtout toi en tant que principal à ce niveau-là. Et juste, je vais aussi dire désolé pour les personnes qui écoutent en audio seulement pour le bruit. On a du montage de voiture qui se passe derrière nous. Si vous voulez voir exactement ce qui se passe, regardez la version YouTube. Comme ça, vous allez non seulement pouvoir écouter un podcast, mais aussi suivre une réparation qui se passe derrière nous en live. Voilà, désolé de couper là. Fiat 500. Ouais, voilà. Vas-y, continue, désolé. Oui, donc on disait juste sur ta dernière saison, disons les sensations que tu as eues. Ta première saison en tant que principal, vraiment. D'avoir un résultat comme ça, qu'est-ce que ça t'a apporté comme sensation? Et oui, vas-y, raconte-nous un peu cette saison. Alors c'est une saison fantastique, mais encore une fois je fais une petite parenthèse parce que c'est important. Première saison team principal et du coup on a une super saison, oui, mais c'est quelque chose qui a été construit pendant des années et ça les gens ne le voient pas. Donc encore une fois c'est vraiment important. Je pense que ce qu'on a réussi à faire de l'année dernière, c'est justement tirer le maximum de chaque individu dans le team, leur donner les moyens de s'exprimer pleinement. Et ça, c'est, je veux dire, tout le monde par rapport à ses interactions, chaque individu par rapport à ses interactions à lui, que ce soit le chef ingé avec le pilote et moi, ou moi avec Suzy, et moi avec le chef ingé et le team manager. C'est vraiment une osmose qui a très très bien fonctionné. Et je pense que malgré tout, on n'était pas la plus grosse. On était, je pense, une des plus petites écuries en termes de moyens qui ont été investis dans le championnat. Mais c'était très bien investi. On avait un partenaire extrêmement fort en Mercedes. On avait un powertrain, donc un moteur et une boîte Mercedes qui a très très bien fonctionné. Après, oui. On a commencé la saison en se disant il faut qu'on fasse top 4 en team. Le team avait fait 10 il y avait 2 ans, il y a 3 saisons de ça. Il y a 2 saisons, on a fait 7. L'année dernière, le team, on a fini 2. On s'était dit progression dans le top 4. Après, vite, on s'est rendu compte qu'on était
Kedo, il était toujours là. Lucas, il commençait à monter en puissance parce que c'était pas facile pour lui. Il a dû quand même apprendre à travailler avec une nouvelle écurie, une autre façon de faire, et ainsi de suite, une autre voiture aussi. Et on est arrivé à 3 courses de la fin en tête, 3 week-ends de la fin en tête, et finalement, on met pas tout dans l'ordre sur les 6 derniers week-ends, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui se mettent pas en ordre. On a 2 crevaisons, on a des pénalités, et c'est un peu tout le monde. C'est encore une fois, c'est un travail d'équipe, donc c'est l'équipe en elle-même. On n'a pas réussi à tout maximiser, ce qui fait qu'on finit 2e. Alors c'est exceptionnel devant DS, devant Jaguar, devant c'est fou ça pour le mettre en Porsche, contexte devant de grosses écuries. Des moyens. Mais je pense qu'on avait la possibilité de faire peut-être encore un peu mieux. Mais encore une fois, c'est notre caractère compétitif qui fait qu'on a toujours envie de plus. On peut toujours faire mieux. Voilà. Mais après, avec le recul, on a fait une saison incroyable. On a vécu des moments incroyables. Je pense je sais pas combien de courses on gagne. 5, c'est possible. Je pense qu'on gagne 5 courses. On fait des pôles, on fait des super pôles. On fait un double podium à la première course en Arabie Saoudite, et humainement ça a été génial. Moi je voulais vite te demander, on voit beaucoup de pilotes de F1 qui sont passés à la Formule E, mais aujourd'hui on voit aussi beaucoup de jeunes qui entrent directement dans la Formule E et construisent leur carrière de là. Est-ce que tu vois l'inverse se passer à un moment ou à un autre, un jeune qui commence en Formule E qui arriverait en F1 éventuellement? C'est un peu ce qui s'est passé avec c'est vrai, De Vries. Avec Nick. C'est juste. Les F1, oui, c'est des choix de carrière. Je pense que aujourd'hui, il y a quelques disciplines dans lesquelles nos pilotes peuvent être professionnels, que ce soit le Mans, la Formule 1, IndyCar. Après, les F1 reste le summum. Le summum, le nec le plus ultra pour tout pilote. C'est là où on a envie d'être. Parce que ça reste les plus belles voitures du monde, on peut tourner ça comme on veut, donc ça c'est clair. Donc je pense que si à un moment donné un pilote de la Formule 1 a les moyens d'aller en Formule 1 comme on l'a vu avec Nick, mais forcément il va y aller. C'est un rêve d'enfant. Et ça t'a jamais tenté de faire les 24 heures du Mans ou ce genre de course là? Alors, parce que moi je trouve que c'est une des disciplines les plus dures dans l'automobile, je pense, parce que 24 heures à faire, même si on tourne, mais je veux dire, c'est une des courses les plus dures, je pense. Physiquement, tout ça, je pense, après, je m'en rends pas compte, mais... Je pense que mentalement, humainement, pour toute l'écurie, moi j'ai juste fait les 24 heures de Spa, et je me souviens, à un moment donné, arrivé à 5 heures du matin, les mécanos qui dorment dans le garage. C'est des équipes. J'ai fait les 24 heures de Spa. Humainement, c'est... Une saison dans un championnat, par exemple, comme la Formule 1, chaque saison, tu t'écris un livre. Sur une course de 24 heures, tu écris le livre en 24 heures. C'est ça. C'est une histoire. J'en ai fait qu'une, et c'est comme ça que moi je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Maintenant, ça s'est pas fait comme ça. Et encore une fois, dans la vie, il faut faire des choix. J'ai fait le choix après la F1 de me concentrer sur la Formule 1 parce que, encore une fois, je pensais qu'il allait pouvoir avoir un écosystème dans lequel j'allais pouvoir vraiment... m'épanouir en tant que pilote, seulement en tant que pilote, me concentrer que là-dessus, et avec des valeurs qui étaient importantes et qui sont importantes à mes yeux. Et puis après, la Formule 1, encore une fois, j'avais le choix. Est-ce que je vais explorer d'autres horizons avec l'endurance? Après, de manière très pragmatique, je pense pas que si moi, avec ma casquette de team principal, si je vais faire les 24 heures du Mans, je sais pas, je suis Peugeot ou quelque chose, je fais les 24 heures du Mans, je vais pas aller chercher D'Ambrosio qui a pas aucune expérience en endurance, qui va encore rouler peut-être quelques années. Ça n'a pas de sens. Alors qu'aujourd'hui, par contre, ce qu'on voit, c'est des jeunes de la Formule 2, des jeunes de la Formule 3 qui vont directement en LMP2 et qui vont chercher une carrière en endurance. Donc j'ai plutôt, ça n'avait pas de sens, et puis j'ai fait mon choix de tourner la page sur la partie du pilote. Donc pour toi, même demain, une course, je sais pas, historique, ou tout à l'heure on parlait de la Lotus derrière, que tu avais déjà conduit celle de... Non, c'est pas... Tu avais déjà conduit une ancienne. Donc même tu te vois quand même repartir derrière le volant un petit peu sur certaines petites courses. Course historique, pour l'instant, pas. Vraiment pas. Non. Et j'ai vraiment... Tu es focus sur ton objectif aujourd'hui. Il faut... et tout ça, c'est encore trop proche. Je veux dire, j'ai pas encore ce sentiment, le besoin de
Alors, est-ce que dans quelques années, je ne ferai pas un jour une course historique ou quelque chose comme ça? Faut jamais dire jamais, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais la voie que j'ai prise maintenant, dans laquelle je m'épanouis énormément, peut-être même plus d'une certaine manière que dans mon rôle de pilote, c'est un job à temps plein, il faut se concentrer là-dessus à 200%, et c'est ça qui me drive aujourd'hui. C'est trop bien ça, d'avoir trouvé ça qui peut continuer cette passion pour le sport auto, et d'une manière, comme tu dis, limite encore plus forte qu'avant. Il y a beaucoup, j'étais juste en train de penser aussi, les courses de 24 heures, il y a beaucoup de pilotes de FE qui font ça aussi. Qui font, ça marche bien en fait. Ouais. Le truc, c'est qu'on peut faire les 24 heures et le championnat de Formule 1 en même temps. Et c'est vrai que les championnats de Formule 1 aujourd'hui, surtout au début, il y avait 10-12 courses, mais c'est vrai que là, il y a toujours plus ou moins, je pense, 10 week-ends. Donc tu as le temps de faire d'autres choses. Un pilote qui a sa tête encore derrière le volant, il a envie de rouler, c'est ce qui est important. Il a envie pour lui, c'est important. Et donc, plus de courses tu fais, mieux c'est. Et il y en a beaucoup qui font les doubles programmes. Ouais. Et est-ce que tu vois la Formule E et la Formule 1 avoir des types de partnership ou est-ce que la technologie et le développement de la Formule E pourraient servir à la Formule 1 est-ce que tu demandais pour les pilotes comment ça se passe? Moi, je me suis toujours dit que peut-être qu'un jour ça pourrait un petit peu arriver plus proche, je sais pas, une course de FE à un endroit où il y a une course de F1 la même semaine ou quelque chose comme ça, je sais pas. C'est deux groupes différents après, hein, je veux dire, Oui, mais il y a quand même une connexion à la base. Mais je pense qu'en fait, c'est difficile de le dire aujourd'hui, mais pourquoi pas une certaine complémentarité? Est-ce que la Formule 1 va remplacer la Formule 1? Non, je pense que la Formule 1 est la Formule 1 et c'est une catégorie qui a 80 ans, 70 ans d'existence, d'histoire, de noms incroyables. Et donc, non. Par contre, une certaine complémentarité, pourquoi pas? Mais encore une fois, en ayant une proposition vraiment distincte dans ce qu'ils offrent au public, dans ce qu'ils offrent aux partenaires et tout ça. Alors oui, ça reste la course auto, mais de manière différente. Et je pense vraiment que je pense plutôt que c'est ça le futur, plutôt que la Formule 1 qui remplace les mains. Mais d'ailleurs, la FE et la Formule 1, ils font les mêmes circuits ou pas? Non, voilà, sauf Monaco. Sauf Monaco, Monaco, voilà. Il n'y a que Monaco. Et au Mexique, au Mexique, tu as raison. On fait une partie du circuit de la Formule 1. On pourrait partager quelques courses. Ouais, c'est ça, je me suis posé. Mais ça dépend. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui. Ça dépend des promoteurs, ça dépend de la Formule 1, ça dépend de la Formule 1, ça dépend de des voitures comment aussi, de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas forcément directement. Au début, comme on disait, la Formule 1, c'était tu changes de voiture en milieu de la course. Et à Monaco, vous faisiez la moitié du circuit aussi parce qu'elle tenait pas tout le circuit. Hein. Oui, au début, on faisait 20 minutes. C'est arrivé. Il y a une belle évolution d'un coup, en fait. Grosse évolution. Là, on va voir avec la Gen 3 aussi, il y a une grosse évolution. Mais c'est encore vraiment, je pense qu'on ne peut pas comparer les technologies aujourd'hui au niveau de la course automobile. Elles n'en sont pas au même stade. Aujourd'hui, faire un Grand Prix à 300 km/h sur des circuits comme Spa ou autres pendant 1h30, 2 heures, la Formule 1 n'en est pas encore là. Et c'est pas grave parce que c'est pas là où elle doit être. Et encore une fois, moi je les ai jamais vus. Tout le monde aime bien faire la comparaison et instaurer peut-être même une certaine compétition entre les deux. Mais moi je l'ai jamais vécu comme ça. Je l'ai jamais vu comme ça. C'est deux catégories différentes, c'est deux choses très différentes, deux championnats très différents. Et il y a de la place, je pense, en tout cas aujourd'hui, il y a de la place pour les deux. Alors complètement rien à voir. Là, je pars dans un autre sens. Mais en tant que chef d'écurie, j'ai envie d'avoir ton point de vue sur ce qui s'est passé récemment avec Red Bull et leur budget cap. Parce que je ne peux pas souvent parler à des chefs d'écurie. J'ai juste envie de voir ce que tu en penses, que tes premières réactions quand tu as entendu ça. Est-ce que tu te dis, bon, bah, c'est pas grave du tout, ça se fait super facilement, etc. Ou tu te dis vraiment, oula, comment ils ont laissé ça passer, c'est quand même un sacré truc. Alors,
il y a plusieurs points dans la saga. Le premier point qu'il faut être clair, c'est que moi je suis pas dans les aujourd'hui, j'ai arrêté chez Venturi maintenant en fin septembre, fin août. Mais j'ai une vision seulement sur la Formule 1. J'ai pas de vision où il y a aussi un COSCAP et tout ça. Le COSCAP de la F1 est quand même plus important, plus compliqué. Après, il y a 8 écuries qui ont réussi à le respecter. Donc, il y a pas, je pense qu'a priori, il n'y a pas de raison de ne pas le respecter. Bon, il y a eu un dépassement de Red Bull. Pour quelque raison qu'elle soit, on ne le saura pas. Eux le savent seulement. Si à un moment donné, ils ont vraiment un petit peu joué, ou si c'était une incompréhension. C'est difficile à savoir de l'extérieur. Par contre, est-ce que ça a un effet sur la performance de l'année dernière ? Moi, je suis convaincu que oui. Parce que même si ce n'est pas un énorme montant, ça fait partie c'est un budget de développement. Ils ont pu amener des pièces en plus. Ils ont pu faire des choses en plus. Peu importe comment ils ont alloué leur argent, c'est pas ça le point. Ils en ont eu plus. Ils ont dépassé de beaucoup, pardon. d'1,8, je pense. Alors, oui, en pourcentage. Ça représente presque rien en F1, mais c'est quand même un dépassement. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, Cédric, parce que quand tu vois par exemple un budget de dire, ok, cette année-ci, on va dépenser, et je pense qu'on est dans ces zones-là en général en F1, mais je sais pas moi, quelques millions pour amener des nouvelles pièces. Si tu as plus pour faire ça, ben c'est de la performance. Oui, je veux juste dire comparativement à un budget, quand tu entends qu'à l'époque, des Ferrari avaient des 250 millions de budget, des trucs comme ça. Je veux dire, tu vois, ça, 1, je pense que le truc aussi, c'est que le championnat a été tellement serré, tellement proche. C'est ça en fait. Si c'était le championnat de cette année, tout le monde ferait bon, ok. C'est ça, quand ça se joue, quand tu arrives à la dernière course à quasiment 1 point d'écart. Ça, tu dis que quand même, est-ce que ça a joué? Je pense qu'on peut pas dire que ça a pas joué. Absolument. Maintenant, le point positif, je pense, de toute cette saga, c'est la transparence de la FIA, la manière dont ça a été géré. Je pense qu'il y a une pénalité de l'extérieur, parce que moi je suis pas aujourd'hui, à l'heure où on parle, je suis pas en F1 et je suis pas dans les petits papiers et dans de quelconque écurie, mais de l'extérieur, je pense que ça a été géré de manière assez transparente. Ouais, c'est vrai, il y a une pénalité, ça a été rapide, et je pense que ça c'est très sain et très important pour le championnat. Parce que franchement, si on regarde le rôle de la FIA, c'est une position qui était vraiment pas facile. Tu es obligé de faire quelque chose, mais tu veux pas non plus faire attention à ce que tu fais parce que tu as un championnat sportif qui s'est fini il y a 8 mois. Donc comment tu trouves une solution, une pénalité qui est assez conséquente, mais qui garde un certain sens, c'était vraiment pas facile. Et je pense que tout l'écosystème a géré ça de manière exemplaire, et ça c'est important pour le championnat et pour la Formule 1. C'est vrai qu'ils étaient dans une situation bizarre. Moi, au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Parce que s'ils enlèvent des points, disons, tu peux pas enlever le championnat maintenant, tu vois. Ça, exactement. Ouais, le championnat change. Mais par contre, s'il se passe rien, ensuite, il y a d'autres écuries qui disent, bon, si c'est juste, il faut payer un truc, nickel, on dépasse, tu vois. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est enlever les 1,8 million pour la saison d'après, quoi. Ils ont fait ça. Non, ils font moins de temps de développement, c'est ça. Oui, quand même. Donc ils ont eu quand même des pénalités. Pour les prochaines années, l'année prochaine, je crois que ça va plus les affecter. Et ils doivent payer une amende. Je pense que ce qui est important là-dedans, c'était l'aspect pénalité sportive. Ouais. Encore une fois, c'est difficile de savoir, de mettre en perspective ce que ça veut dire 10% de soufflerie en moins ou en plus, sachant que le gagnant du championnat, il a déjà un peu moins de temps de développement alloué. Donc c'est difficile de mettre ça en perspective. Par contre, le fait qu'il y ait une certaine sanction sportive, d'une certaine manière, c'est important, parce qu'il ne faut pas que ça devienne qu'une sanction financière, et finalement un coup qu'un team peut décider de dire bon ben c'est pas important, moi je paye l'amende et puis c'est comme ça, de toute façon j'ai gagné. Ouais. C'est important qu'il y ait quand même une certaine conséquence potentiellement sportive. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui Red Bull a pas mal d'avance, mais potentiellement sportive sur le futur, pour que le COSCAP et la philosophie du COSCAP aient un sens. D'accord, parce qu'en fait dans une année, comment expliquer ça? Parce que c'est vrai que moi je connais pas trop ce sujet-là. Dans une année, si je D'ailleurs, je vous interromps là, mais il n'y a pas la course sprint qui commence. Ouais, justement, j'étais en train d'y penser pareil. On va tous finir par. Elle commence quand?
Ça doit être à 16h, je pense. Vous êtes sûr que c'est pas à 15h30 ? Ah, peut-être. Parce que si vous m'avez fait rater le départ, alors là, est-ce qu'on peut remettre en arrière K-Mag en pôle. Ouais, voilà, si vous regardez le podcast, on est en train de le tourner quand il y a Magnussen qui était en pôle. Non, c'est pas maintenant, je pense. Non, c'est pas maintenant. Ok, c'est bon. C'est à 16h, c'est dans 20 minutes. J'ai dû vérifier. Ouais, il faut. Non, t'as raison. Très bien vu. Mais non, c'était juste par rapport en une année pour changer je sais pas, l'aileron, machin, ou l'aérodynamisme de la voiture, tout ça. En fait, on a un temps pour préparer tout ça, ou c'est, enfin, quand on commence une année de travail entre guillemets, on reprend la voiture à zéro, exemple. Non, ça dépend. Ça dépend de chaque écurie. Alors, ça dépend déjà si le règlement change pas. On va partir du principe où le règlement change pas de manière importante. Par exemple, l'année dernière à Tennessee, les voitures sont complètement différentes. Pour l'année prochaine, il y a des teams qui vont faire certaines évolutions, qui vont changer des gros concepts, d'autres qui vont pas changer le concept énormément. La limite que tu as, c'est la limite financière aujourd'hui. D'accord, c'est que ça. Voilà. Après, tu as ton budget et tu alloues ça comme tu veux. Il y a aussi certaines limites, comme le temps que tu peux passer en soufflerie. Je ne l'ai pas exactement en tête, mais il y a certaines limites comme ça. Je sais qu'il y a une journée d'essai, enfin, non, une semaine d'essai à... Ça, c'est en F1. Après... Non, je parle de la F1. Je parle de la F1. Il y a une semaine d'essai, je crois, à Barcelone. Oui, mais ça, c'est les essais collectifs. Ça, c'est les essais collectifs et tout ça. Mais en termes de développement de la voiture, il y a certaines restrictions et il faut rester dans celle-là. D'accord. Mais la plus grosse restriction aujourd'hui, une des plus importantes, reste l'aspect financier. Ouais. Et il y a ça aussi en FE, je savais pas qu'il y avait ça. Ils l'introduisent à partir de l'année prochaine. Ah, ils l'introduisent là. Okay. En fait, il y a eu un dry run. Donc, comme ils avaient fait en F1 l'année dernière, donc on a déjà soumis toute la comptabilité et tout ça. Pour savoir comment faire aussi. Comment faire et pour savoir si on a fait des erreurs ou pas. La F1 a eu ça aussi pendant un an avant de devoir soumettre la vraie comptabilité, les vraies dépenses. Et l'année prochaine, la Formule 1 rentre dans ce schéma-là. Je pense que c'est très important parce que tout à l'heure, je parlais de pourquoi aller dans pourquoi la Formule 1, je pensais que ça allait pouvoir aussi être durable par rapport à tous les joueurs, enfin les players qui sont dedans, que ce soit les pilotes, les teams et tout ça. C'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient du sens, les coûts étaient assez raisonnables et ainsi de suite. Après, ça a aussi évolué, les coûts, parce que c'est la course automobile. Et d'un autre côté, la F1 et maintenant la Formule 1, cette durabilité par rapport à donner un sens à un business, ça doit garder un sens financier à ça, parce qu'on peut pas, la course automobile ne peut pas dépendre que des poches sans fond, illimitées. Si on veut justement avoir du sens, garder une certaine proportion et garder un certain sens à tout ce qu'on fait, il faut que ça puisse aussi avoir un sens financier. Et donc le fait d'introduire le cost cap, justement, pour moi, c'est quelque chose de très très important pour la durabilité du sport dans le temps, parce que voilà, ça va faire que les teams, tous les gens, et maintenant c'est le cas aussi en Formule 1, en fait tu as un business case qui fonctionne. Et ça, c'est bon pour tout le monde. C'est bon même pour les pilotes, c'est bon pour tout le monde parce que tu ne te retrouves pas dans une course à celui qui dépense le plus, mais plutôt une course d'efficacité, de ressources, celui qui dépense le mieux. Et ça, c'est valable pour moi. La F1 l'a fait un peu avant la Formule 1, la Formule 1 le fait maintenant, mais je pense que c'est un concept très important en sport, et on le voit, il n'y a pas que dans le sport automobile. Dans le foot, tout ça, le fair play financier, il faut... mais il y en a aux États-Unis beaucoup, je pense, que des championnats où ils ont certaines limites par rapport à ça. Mais autant aux États-Unis, oui, tu as aussi des catégories comme l'Indy où la voiture est la même pour tout le monde, mis à part les suspensions ou certains petits éléments comme ça. Mais c'est très bien ça, je pense. Ouais. Enfin, c'est un autre concept. C'est ce que tout le monde veut voir. La voiture ou qu'un budget, c'est très bien. Qu'en F1, tout le monde ait la même voiture, hein. Ça c'était. Ça serait dingue. Ça, c'est ce qu'on aimerait tous voir. C'est tout le monde, même voiture, même circuit, même jour. C'était Fernando qui avait dit ça dans une conférence de presse. Après. Oui, après, ce sera amusant peut-être pour quelques courses, mais je pense que la diversité de voitures, les différentes voitures, les différents concepts, les ingénieurs, c'est grâce à ça aussi que c'est pour ça que la F1 a probablement en tout cas beaucoup
les meilleurs ingés et tout ça, et surtout au niveau de la conception, ils ont envie d'être en F1 parce qu'ils ont une palette d'opportunités à disposition pour pouvoir s'amuser et développer qu'ils n'ont pratiquement dans aucune autre catégorie. Donc je pense qu'il faut trouver la bonne balance, et je pense que la Formule 1 va vraiment vers ça aujourd'hui, entre le COSCAP et garder quand même une identité à chaque écurie, une liberté de développement. Et finalement, ça a le même effet. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, quand même beaucoup de compétition. On a vu l'année dernière aussi. Et je pense que le COSCAP aujourd'hui va faire qu'on va voir de plus en plus de teams qui vont être là. Aujourd'hui, il n'y a plus de voitures. Quand moi je roulais en Formule 1, j'étais à 4-5 secondes des temps de la pole, peut-être plus parfois. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus proches les uns des autres, et ça rend la course beaucoup plus intéressante. Bah là, on a K-Mag en pole, quoi. Donc ça a été particulier, les raisons. Mais non, c'est fascinant d'avoir ça. Et surtout, pour un pilote, en tout cas d'un point de vue extérieur, je me dis... Pour avoir du succès en tant que pilote, c'est pouvoir mettre le chrono, etc. Mais aussi savoir choisir le projet, l'écurie, la société qu'on va suivre, et avoir l'œil de savoir, ok, là il y a les bons ingés, là il y a un bon potentiel, comme Hamilton a fait avec Mercedes par exemple, des choses comme ça. Donc le succès d'un pilote, c'est pas juste ce qui est fait sur circuit, mais aussi énormément avoir l'œil de pouvoir choisir où aller, je crois, de mon petit point de vue. Mais non, mais tout à fait, t'as tout à fait raison. Après, il faut beaucoup de chance aussi, il faut pas l'oublier, parce qu'on parlait tout à l'heure des jeunes, comment on arrive en Formule 1 et tout ça. Il faut beaucoup de réussite aussi, être au bon endroit au bon moment. Il y a beaucoup de rencontrer les bonnes personnes. Je vais pas rentrer dans le détail. Pour moi, c'est Jenson Button. Enfin, c'est Brown GP en général, c'est cette année-là où c'était vraiment tombé au bon moment pour eux. Et ils ont tout d'un coup eu la meilleure équipe. C'est l'équipe qui n'a jamais perdu de championnat. Après, c'était quelqu'un comme Ross Brown qui a déjà gagné des championnats. Bien sûr. Donc, c'est le travail, c'est bien s'entourer, et puis après de la réussite aussi. Il faut tout pour pouvoir. Pour pouvoir. Après, il y a quand même. Moi, je suis toujours convaincu quand même que les meilleurs pilotes finissent dans les meilleures voitures. Au bout ça se filtre. Ça se filtre. Dire aujourd'hui, si moi je suis pas, ça s'est arrêté après Marussia et je suis pas allé chez Ferrari ou chez Mercedes ou chez Red Bull, c'est parce que j'étais pas le meilleur pilote. Point barre. Et moi, je me permets de le dire parce que c'est moi, mais je pense qu'il faut pouvoir le dire, et ça veut dire aussi qu'il faut pas sous-estimer et simplement penser que Hamilton il a gagné les titres parce qu'il avait la Mercedes, ou qu'aujourd'hui Max il gagne parce qu'il a la Red Bull. Je pense que oui, ils avaient les bonnes voitures, mais il y a une raison pourquoi ils sont dans ces voitures. Il y a une raison pour laquelle ils sont. Voilà. Moi je parlais de ça dans des podcasts précédents, mais tu regardes le parcours de Max, rien qu'en kart, et il est passé vraiment dans une année au kart presque à la F1, en passant par quelques courses de F3. Mais le gars, il dominait. Il a pas non plus gagné tous ses championnats, mais il dominait presque toutes les courses dans lesquelles il participait. C'était la force dominante. Ouais, et tous les aspects dont tu as parlé, il les avait. Il était au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes qui le regardaient. Il avait tout ce qu'il fallait. Et puis le talent, il faut l'avoir. Et le talent. Et donc, quand tu mets tout ça ensemble, tu finis avec le talent d'aller vite, et puis la tête aussi. Ouais, la tête est très importante. Parce que la différence, je pense, pour moi, la différence entre les tout grands, ceux qui gagnent des championnats et tout ça, et les autres, c'est qu'eux, ils arrivent à être là tout le temps. Tout le temps. Peu importe ce qui leur arrive, ils sont là. Et quand il faut être là, ils sont là. Et ça, c'est pas savoir aller vite et tourner le volant, et la sensibilité qu'on peut avoir à gérer une voiture. Ça, c'est la tête. Ouais, c'est la tête, et pouvoir être consistant comme ça. Dans le sport en général, pas seulement en course auto. En tennis, c'est pareil. Dans le golf, c'est pareil. J'allais justement dire au tennis. Mais je pense aussi au foot, c'est pareil. C'est être là. C'est cette capacité mentale à pouvoir être dans le moment présent quand il faut se concentrer et délivrer. Au tennis, ça se voit tellement parce que t'as juste les mêmes gars qui sont tout le temps en quart de finale, demi-finale, et de temps en temps t'en as un, comme là il y a eu à Monaco, il y a un gars qui va débarquer, qui va faire un super tournoi, mais qui va pas le tenir à la longue. Mais sur ce, on a beaucoup parlé, c'est fascinant, on pourrait continuer pendant très longtemps, on pourra refaire ça éventuellement une autre fois,
Mais merci énormément d'avoir pris le temps de nous rejoindre, de nous raconter tout ça. Moi j'ai beaucoup appris et je trouve ça super. Merci à vous. Merci à vous. Et désolé pour le bruit bien sûr qu'on a eu derrière nous, et nous on va aller regarder la sprint race. Voilà. On est de partout les gars, on est sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur Deezer, mais on est surtout pas sur iTunes. Voilà, Jérôme, on mettra tous tes liens en dessous si vous voulez aller suivre Jérôme, tout sera là. Et merci énormément, merci à tous. À vous. À la prochaine. Ciao.